C'était la veille de Noël, et l'odeur du cochon rôti emplissait chaque recoin de notre maison au village. Les lumières clignotantes du petit sapin projetaient des reflets sur les murs, tandis que la chaleur du punch maison embuait les vitres. Moi, Ravière morale, j'avais passé toute la journée dans la cuisine, désosser le cochon, moudre le maïs pour les tamales, couper les fruits pour le punch. Je voulais que cette nuit soit parfaite, que, pour une fois, ma famille se sente unie. Mais, comme toujours, la vie en avait décidé autrement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles histoires. Votre soutien est très important pour nous. Si vous trouvez cette histoire intéressante, laissez un « j'aime » à la vidéo. J'aimerais aussi savoir d'où vous venez. Indiquez le nom de votre ville dans les commentaires ci-dessous, mes autres spectateurs aimeraient le savoir aussi. Maintenant, commençons l'histoire. La table était dressée, des assiettes fumantes, des bougies allumées, des rires nerveux flottant dans l'air. Nous étions là, mon père, don Raoul, mon frère cadet Thomas, ma tante Lupita et moi. Il y avait quelque chose dans l'atmosphère, une tension sans nom, comme si nous savions tous que quelque chose était sur le point de se briser. J'ai découpé le cochon et servi les parts en essayant d'ignorer ce pressentiment. Don Raoul, avec son visage habituel, ce mélange de lassitude et d'autorité, a pris le couteau pour se tailler un morceau. Il a mâché lentement, presque avec cérémonie, puis a levé les yeux. Son regard s'est planté dans le mien. « Ravière, tu dois partir de cette maison », a-t-il déclaré comme s'il me demandait simplement plus de sauce, sans émotion, sans préambule, ses mots retentissant comme un coup de tonnerre. Je suis resté figé, la fourchette à mi-chemin de ma bouche. « Sérieusement, papa ?» ai-je répondu en essayant de garder un ton ferme. J'ai senti les regards de tous. Thomas avait les yeux ronds comme des soucoupes, Lupita retenait son souffle. Je paie le loyer, l'électricité, l'eau, tout, et maintenant, tu me dis ça. Don Raoul n'a même pas scié. Il a pris une gorgée de sa bière, s'est essuyé la bouche avec une serviette et a murmuré. « Je veux mon espace, il est temps. » Puis, comme si de rien n'était, il est retourné à sa viande, agissant comme s'il ne venait pas de me lâcher une bombe en plein dîner de Noël. Je ne savais pas si je devais rire ou hurler. Mon esprit tournait en rond. « Espace, disait-il, son espace. » Cette maison tenait encore debout parce que je payais chaque centime, et pourtant, mon propre père me chassait comme un étranger. Lupita a essayé de changer de sujet en parlant du temps ou de je ne sais quoi, mais je n'écoutais déjà plus. Le cochon dans mon assiette refroidissait, tout comme l'espoir d'une soirée paisible. « Pardon, j'ai besoin d'un moment », ai-je dit en me levant, les jambes tremblantes. Personne ne m'a retenu. Je suis monté dans ma chambre, j'ai fermé la porte et me suis assis sur le lit, les yeux rivés sur le mur. Les mots de mon père résonnaient. « Tu dois partir ». Il n'y avait ni colère, ni explication, juste une froide certitude qui me transperçait. J'ai essayé de me souvenir si j'avais fait quelque chose de mal, s'il y avait eu une dispute qui aurait pu provoquer ça. Rien, absolument rien. Puis, en fouillant dans ma mémoire, je me suis rappelé un fait étrange survenu quelques jours plus tôt. J'avais surpris mon père en pleine conversation téléphonique, à voix basse, comme s'il ne voulait pas qu'on l'entende. Quand je me suis approché, il a raccroché rapidement et changé de sujet. Et puis, ce commentaire lors du dîner, cette phrase à mi-voix, comme pour lui-même, disant que quelqu'un d'autre avait besoin d'espace. Qui ? Un locataire ? Quelqu'un de nouveau dans sa vie ? Je l'ignorais, mais ces mots s'étaient plantés dans ma poitrine comme une épine impossible à extraire. Je suis resté là, assis dans le noir, tandis que l'écho des rires d'en bas se mêlait à ma confusion. Je n'allais pas l'affronter, pas cette nuit-là. Mais, au fond de moi, je le savais déjà, cette maison, que j'avais soutenue de toutes mes forces, n'était plus mon foyer. Peut-être ne l'avait-elle jamais été. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assis dans ma chambre cette nuit-là, avec les paroles de mon père qui tournaient en boucle dans ma tête comme un disque rayé. En bas, la musique du dîner continuait, des rires forcés, le bruit des assiettes qui s'entrechoquent. Mais moi, je n'étais plus là. Pas vraiment. Mon esprit a reculé dans le temps, comme pour comprendre comment on en était arrivé là, comment la maison où j'habitais était devenue un lieu où je n'étais plus le bienvenu. Il y a 5 ans, tout était différent. Ma mère venait de mourir et mon père, don Raoul, s'était effondré, non seulement de tristesse, mais aussi parce qu'il avait complètement perdu le cap. Il ne se rendait plus au garage où il travaillait comme mécanicien, il a commencé à boire plus que de raison, et les dettes ont commencé à s'empiler comme de la poussière. La maison, cette même maison où on venait de me demander de partir, était sur le point d'être saisie. Moi, j'avais 25 ans, je travaillais comme technicien dans une usine de pièces automobiles, gagnant juste de quoi vivre. Mais je ne pouvais pas laisser mon père tout perdre, pas après ce qui s'était passé avec maman. Alors je suis venu m'installer avec lui. Je ne l'avais pas fait avec enthousiasme, mais c'était la chose à faire. Thomas, mon frère cadet, n'avait que 17 ans, encore au lycée,
rêvant d'étudier l'ingénierie. Quelqu'un devait maintenir la maison à flot. J'ai commencé à payer le loyer, l'électricité, l'eau, le gaz, même Internet pour que Thomas puisse faire ses devoirs. Mon salaire passait là-dedans et, avec ce qui restait, j'achetais de quoi manger ou je réparais quelque chose. Mon père, lui, ne contribuait à rien, disant qu'il cherchait un emploi, mais les mois passaient sans le moindre changement. Je ne disais rien, je ne voulais pas de dispute, je me disais que c'était temporaire, qu'il allait se reprendre. Quel naïf j'étais. Au début, tout semblait gérable. Mais, avec le temps, la situation s'est dégradée. Mon père a commencé à me traiter comme un locataire gênant, pas comme celui qui maintenait la maison debout. Si je laissais une assiette dans l'évier, c'était un drame. Si j'arrivais tard du travail, il me traitait d'irresponsable. Un jour, j'ai même osé allumer la télé pendant sa sieste, et il a crié que je ne respectais pas son repos. « Tu ne vois pas que je suis fatigué », répétait-il, comme si je ne venais pas, moi, de faire des journées de 10 heures. Je ravalais ma colère, me disant que c'était sa façon de gérer la situation, qu'il avait juste besoin de temps. Mais le temps n'a fait qu'empirer les choses. Thomas voyait tout, mais restait silencieux. C'est son style, il n'aime pas se mêler des disputes. Parfois, il me regardait comme s'il voulait s'excuser, mais les mots ne sortaient jamais. Et moi, je ne voulais pas qu'il prenne parti. C'était encore un gamin essayant de survivre dans cette maison, tout comme moi. Les sous-entendus de mon père ne cessaient pas. « C'est ma maison », répétait-il chaque fois que quelque chose ne lui plaisait pas, comme si j'étais un étranger occupant un espace qui n'était pas le mien. Jamais il ne reconnaissait que, sans mon argent, cette maison serait depuis longtemps aux mains d'une banque. Il y a quelques semaines, quelque chose m'a mis les nerfs en pelote. Je cherchais des clés dans le bureau de mon père et je suis tombé sur un reçu froissé, une preuve de dépôt de 500 pesos au nom d'un homme que je ne connaissais pas, enfin, d'une certaine Maria Salazar. Ça ne ressemblait à aucune facture d'électricité, d'eau ou quoi que ce soit de familier. Quand j'ai demandé à mon père, l'air de rien, il s'est énervé. « Ça ne te regarde pas », a-t-il lancé, avant de changer de sujet. Je suis resté avec mes questions, mais je n'ai pas insisté. Maintenant, assis dans ma chambre, encore sonné par son « tu dois partir », ce reçu me revenait en tête. Il cachait quelque chose. De l'argent, une dette? Je n'en savais rien, mais je sentais bien qu'il y avait davantage derrière cette décision de me jeter dehors que ce qu'il voulait en dire. Je suis revenu à la réalité, les mains serrées sur mes genoux. En bas, le dîner suivait son cours comme si rien ne s'était produit. Personne n'a frappé à ma porte, personne ne s'est inquiété de savoir si j'allais bien. J'ai regardé mes affaires, mes vêtements suspendus, mes livres empilés, la photo de ma mère sur la table de chevet, tout ce que j'avais construit ici, tout ce que j'avais sacrifié. Et ça ne semblait avoir aucune importance. Je n'allais pas supplier, je n'allais pas implorer mon père pour qu'il me laisse rester, mais je ne pouvais pas non plus faire comme si ces mots ne m'avaient pas blessé. Et ils me blessaient vraiment, profondément. Les premières lueurs de l'aube perçaient à peine à travers la fenêtre quand j'ai ouvert les yeux. Je n'avais presque pas dormi, peut-être 2 heures, mais j'avais déjà pris ma décision. Je ne pouvais pas rester. Pas après ce qu'il m'avait dit, et après ce dîner qui aurait dû être un moment de rassemblement et qui s'était transformé en coup de poignard en plein cœur. Je me suis levé, le corps lourd, comme si chaque pas transportait le poids de ces 5 dernières années. La maison était silencieuse, l'écho du réveillon dissipé, ne restant que les assiettes sales sur la table et l'odeur de la nourriture froide. Mon père et Thomas dormaient encore, ou du moins ne donnaient aucun signe de vie. Tant mieux. Je ne voulais pas d'affrontement, pas d'explication. J'ai sorti ma vieille valise du placard, la même que j'avais utilisée en emménageant, et j'ai commencé à faire mes bagages. Mes vêtements, mes bottes de travail, le chargeur de téléphone, quelques livres. À chaque objet que je rangeais, c'était comme un clou de plus que je plantais dans la porte en train de se fermer. Je n'ai pas tout pris. J'ai laissé la photo de ma mère sur la table de nuit, sans savoir pourquoi. Peut-être parce que j'avais l'impression qu'elle appartenait plus à cette maison que moi. Je me suis arrêté un moment, regardant son sourire dans le cadre. J'ai essayé, maman, ai-je murmuré, puis j'ai continué à ranger. J'ai embarqué mon ordinateur portable, des écouteurs et un carnet où je notais mes dépenses. Dans un élan, j'ai griffonné un mot sur un bout de papier. Je m'en vais, comme tu le voulais. Je l'ai laissé sur la table de la cuisine, à côté d'une tasse de café à moitié vide. Ce n'était pas un adieu dramatique, juste un point final. J'ai refermé la porte de la maison avec précaution, comme si je ne voulais réveiller personne, même si, au fond, je savais bien que ça n'avait plus d'importance. L'air du village était froid et les rues désertes, à part quelques chiens errants fouillant les poubelles. Je suis allé jusqu'à l'arrêt de bus, la valise me cognant la jambe. Je n'avais pas de plan précis, si ce n'est un numéro enregistré dans mon téléphone, celui de Carlos, un ami de l'usine. Je lui ai envoyé un message bref. « Hey, tu peux m'héberger quelques jours ?» Sa réponse est arrivée aussitôt. « Bien sûr, mec, viens. »
Je suis arrivé chez Carlos en fin de matinée. Son appart était petit, un vrai capharnaüm de câbles et de canettes de soda vide, mais il m'a accueilli avec une tape sur l'épaule et une bière, que j'ai refusée. Et maintenant, Javier? Que s'est-il passé? A-t-il demandé en me montrant le canapé, qui serait mon lit provisoire. Je me suis assis, la valise à mes pieds, et je lui ai tout raconté, les mots de mon père, le dîner gâché, cette façon qu'il avait de me regarder, comme si c'était moi le problème. Carlos a écouté sans m'interrompre, se contentant de hocher la tête de temps à autre. C'est dur, mon pote, mais tu peux rester ici aussi longtemps que nécessaire, a-t-il dit finalement. Je ne savais comment le remercier. Parfois, les amis se révèlent plus familiaux que notre propre sang. Le reste de la journée, je l'ai passé sur ce canapé, à fixer le plafond, à attendre je ne sais quoi. Peut-être un message de mon père, une excuse, ou c'était un malentendu. Mais mon téléphone est resté silencieux. Pas de texto, pas d'appel. Thomas non plus n'a pas écrit, mais je ne le blâmais pas, il évitait toujours les conflits, et celui-là dépassait tout ce qu'on avait connu jusqu'ici. Le soir, en tentant de m'endormir sur le canapé de Carlos avec la télé en fond sonore, j'ai ressenti quelque chose de nouveau, pas seulement de la rage ou de la tristesse, mais aussi un léger soulagement. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas sous le toit de mon père. Je n'avais pas à marcher sur des œufs pour ne pas le déranger, je ne portais plus le fardeau de ses dettes. Mais j'avais aussi peur. Et maintenant, qu'est-ce qui allait se passer? Je n'avais pas d'économie, pas de chez moi, juste ma valise, ma fierté et un ami prêt à m'accueillir. Ça me suffisait pour le moment, mais je ne pouvais m'empêcher de me demander si j'avais bien fait de partir ainsi, sans me retourner. Les jours suivants ont passé dans un brouillard. Je m'étais installé sur le canapé de Carlos, cherchant un endroit où vivre, en essayant de faire le point sur ma vie. Le travail à l'usine me vidait, mais je ne dormais pas beaucoup. Chaque nuit, je guettais mon téléphone, espérant un signe de mon père, un mea culpa, un sursaut. Mais rien. Le silence était assourdissant et, chaque journée sans nouvelles, je me sentais un peu plus étranger à la maison que j'avais un jour appelée la mienne. Un après-midi, devant un café avec Carlos, mon téléphone a vibré. C'était un message de Thomas. « Javier, il faut que tu saches ce que papa raconte. » Mon estomac s'est noué. J'ai immédiatement appelé Thomas. À l'autre bout du fil, sa voix était étouffée, comme s'il avait peur qu'on l'entende. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, essayant de garder mon calme. Ce qu'il m'a raconté m'a glacé. Selon Thomas, notre père disait à tout le monde que je les avais abandonnés le soir de Noël, qu'il jouait la victime. Il racontait que j'étais un fils égoïste qui avait crié pendant le dîner, puis était parti sans prévenir, les laissant dans la mouise. Il affirmait aussi que je ne l'avais jamais aidé, que je profitais de la situation, que je ne respectais pas ses règles. Chaque mot que Thomas me répétait était comme un coup de poing. « Les abandonner », ai-je dit, la voix tremblante. « Thomas, tu sais bien que je payais tout, le loyer, l'électricité, jusqu'à ton internet pour l'école. » Thomas a soupiré. « Je sais, mec. Mais je ne suis pas le seul à écouter papa. Tante Lupita est même venue lui apporter de la nourriture, en disant le pauvre, être tout seul comme ça. » Je suis resté silencieux, serrant le téléphone dans ma main. Non seulement mon père m'avait viré, mais maintenant il façonnait un mensonge pour me faire passer pour le méchant. Et ce n'était pas qu'une affaire d'orgueil. C'était comme s'il voulait que personne ne puisse jamais me donner raison, qu'il soit toujours vu comme la victime. Je me suis alors souvenu du message anonyme reçu un peu plus tôt. « Demande à ton père l'argent qu'il planque. » J'ai raccroché avec Thomas et relu ces mots sur l'écran. De l'argent. Ce fameux reçu au nom de Maria Salazar? Tout ça se recoupait. Mon père cachait quelque chose de bien plus gros que ce que j'imaginais. Cette nuit-là, allongé sur le canapé de Carlos, ces pensées tournaient dans ma tête. Mon père non seulement m'avait mis à la porte, mais il salissait aussi mon nom, comme pour empêcher tout le monde de connaître la vérité. Je ne voulais pas entrer dans son jeu, je n'allais pas envoyer de messages rageurs, ni l'appeler pour lui hurler dessus. Mais je ne pouvais pas non plus laisser son récit l'emporter. S'il voulait présenter sa version, alors j'allais présenter la mienne. Pas par vengeance, juste parce que la vérité méritait d'être entendue. J'ai éteint mon téléphone et suis resté à fixer le plafond, planifiant mes prochains pas. Je ne savais pas trop comment faire, mais j'étais déterminé à me faire entendre. Et je savais que, quand ce serait fait, il n'y aurait pas de retour en arrière. Les jours suivants ont défilé à toute vitesse. J'ai fini par trouver un petit appartement en périphérie du village, modeste, avec des murs un peu défraîchis et une salle de bain qui fuyait. Mais c'était le mien. Pendant que je déballais mes quelques affaires, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à tout ce que mon père racontait sur moi, à ses mensonges. Ça me rongeait. Je ne voulais pas me battre à son niveau, mais je ne pouvais pas non plus rester silencieux. Alors j'ai décidé de m'exprimer. Je me suis assis sur le sol de mon nouveau chez-moi, l'ordinateur sur les genoux,
et j'ai commencé à écrire. Ce n'était pas facile. Chaque mot me brûlait un peu, mais c'était aussi un soulagement. J'ai tout raconté. Comment j'étais venu emménager chez lui après la mort de maman pour l'aider. Comment j'avais payé le loyer, l'électricité, l'eau et tout pendant ces 5 années. Comment je m'étais tu face à ses critiques. Comment j'avais porté la maison alors qu'il ne faisait rien. Puis la nuit de Noël, quand il m'a demandé de partir sans un mot d'explication, sans le moindre regret. J'ai terminé en expliquant ce qui s'était passé ensuite. Les rumeurs qu'il colportait, me traitant de fille égoïste alors que j'avais tout fait pour eux. Je n'ai rien exagéré. Je n'ai pas injurié. Je n'ai fait que décrire la vérité, nue et crue. Une fois fini, j'ai hésité, mes doigts tremblaient au-dessus du clavier. Publier tout ça, c'était ouvrir une porte vers un chaos que je ne pourrais plus contrôler. Puis je me suis souvenu du message de ma tante Clara, de son « Je suis déçu ». Et la colère m'a donné le courage. J'ai cliqué sur « Publier » dans mes réseaux, puis j'ai refermé mon ordinateur. Je ne voulais pas voir tout de suite les réactions. Je suis sorti acheter une boisson à la petite boutique du coin et j'ai marché dans les rues, espérant calmer mes nerfs. L'air sentait la terre humide, les lumières des maisons clignotaient encore un peu, et, pendant un instant, j'ai ressenti une sorte de liberté. Cette nuit-là, je n'ai pas résisté plus longtemps et j'ai finalement vérifié mon téléphone. Les notifications étaient dingues, des messages, des commentaires, des appels en absence. Le premier que j'ai lu était de ma tante Clara. « Ravière, je n'avais aucune idée de ce que tu vivais. Ça me fait de la peine. Pardonne-moi de l'avoir cru, lui. » Je suis resté à regarder ce message, et j'ai senti quelque chose se libérer en moi, comme si j'avais retenu mon souffle pendant des jours. Clara avait toujours été quelqu'un de juste. Elle expliquait que mon témoignage lui avait ouvert les yeux, que mon père avait toujours eu cette tendance à déformer la réalité pour se mettre en valeur. « Si tu as besoin de quelque chose, je suis là, » terminait-elle. Je ne savais même pas quoi répondre, mais j'ai gardé son message comme un petit trésor. D'autres messages ont suivi. Mon cousin Louis, qui m'avait ignoré, m'a écrit « Désolé, mon pote, je ne savais pas tout ça. » Une amie de ma mère, Donia Carmen, a confirmé qu'elle s'était toujours doutée que c'était moi qui soutenais la maison. Tout n'était pas positif, bien sûr. Une tante éloignée m'a reproché d'étaler le linge sale en public, un ami de mon père m'a traité d'ingrat. Mais chaque soutien, même petit, me réconfortait et me prouvait que je n'étais pas fou, que je n'avais pas rêvé ces années de sacrifice. Puis est arrivée la réaction que je redoutais, celle de mon père. Il m'a envoyé un long message, furieux. « Comment oses-tu m'humilier comme ça ?» Il prétendait que je mentais, qu'il ne m'avait jamais demandé de partir, que c'était moi qui avais choisi de m'en aller pour le faire passer pour le méchant. « Après tout ce que j'ai fait pour toi. » Terminait-il. J'ai failli rire tant c'était absurde. Tout ce qu'il avait fait pour moi, comme me laisser payer ses dettes alors qu'il se plaignait de l'état de la cuisine. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire à quelqu'un qui préférait s'accrocher à ses mensonges plutôt que d'affronter la vérité. J'ai éteint le téléphone et j'ai contemplé mon appartement vide. Une boîte avec des vêtements, une table bancale, un matelas sans drap. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était chez moi. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais la sensation de tenir ma vie en main. Mon poste restait là, sur les réseaux, et tout le village l'avait probablement lu. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais j'avais dit ma vérité, et ça me suffisait pour l'instant. La vie dans mon nouvel appart a commencé à s'organiser. J'ai acheté 2 chaises en plastique, une petite lampe bon marché, et même un comal pour faire des tortillas. Ce n'était pas un palace, mais chaque objet rendait l'endroit plus accueillant. Les jours passaient vite, entre mon travail à l'usine et mes soirées à regarder des séries ou à écouter de la musique à fond, sans craindre de déranger qui que ce soit. Pour la première fois depuis des années, je respirais librement. Malgré mes efforts pour oublier, le passé ne reste jamais vraiment tranquille. Un après-midi, en faisant la vaisselle, j'ai reçu un message de Thomas. « J'ai besoin de te parler en face à face. » Son ton était grave, rien à voir avec ses messages habituels. Nous avons convenu de nous retrouver le lendemain dans un café du centre, l'un de ces endroits à l'odeur de pain chaud, avec des petites tables en bois. Quand je suis arrivé, Thomas était déjà là, assis dans un coin, les yeux fixés sur sa tasse comme si elle détenait les réponses à toutes ses questions. Il avait l'air épuisé, des cernes que je ne lui connaissais pas. On s'est salué d'une brève accolade, mais l'atmosphère était lourde. « Qu'est-ce qui se passe, frérot ?» ai-je demandé, essayant d'avoir l'air détendu en commandant un café. Il a hésité, tournant sa cuillère dans sa tasse avant de relever la tête et de pousser un long soupir. « C'est à propos de papa. » a-t-il commencé. Puis il a tout déballé, et chacune de ses phrases me glaçait encore un peu plus. Depuis mon départ, la maison s'était effondrée. Sans mon argent, notre père ne pouvait plus payer le loyer ni les factures. L'électricité avait été coupée une fois, et ils avaient dû emprunter à un voisin pour la rétablir. Mais le pire, c'est que Thomas avait trouvé d'autres reçus,
comme celui que j'avais aperçu. Tous au nom de cette fameuse Maria Salazar. Il a fini par le confronter, à bout de nerfs, et après une violente dispute, dont Raoul a avoué l'impensable. Maria n'était pas une dette ou un créancier, mais une femme avec qui il sortait en secret depuis 2 ans, rencontrée sur le marché. Il voulait qu'elle emménage avec lui, mais pas tant que j'étais là. Voilà pourquoi il m'avait chassé. Donc tout ça, c'était pour elle, ai-je articulé, la gorge serrée. Thomas a hoché la tête, les yeux baissés. Il voulait la maison pour elle, Ravière. Voilà pourquoi il t'a dit de partir. Ce n'était pas pour l'espace ou je ne sais quoi, c'était pour elle. J'ai ressenti un choc au creux de l'estomac, comme un coup de poing. Tout prenait sens, les appels secrets, le reçu caché, le commentaire pendant le dîner. Mon père n'avait pas seulement brisé notre relation, il m'avait remplacé. J'ai tenté de garder mon calme, même si la rage me submergeait. Et elle est encore avec lui, ai-je demandé. Thomas a haussé les épaules. Je ne sais pas. Mais sans argent, papa est désespéré. Il a même demandé de l'aide à mamie, qui n'a rien voulu lui donner. Je me suis imaginé mon père, seul dans cette maison qu'il défendait tant, sans électricité, sans personne pour le secourir. Une partie de moi éprouvait de la pitié, mais l'autre, la plus grande, ne ressentait qu'une colère froide. Thomas a poursuivi. Il disait que la maison tombait en ruine, qu'il souhaitait partir lui aussi, mais ne savait pas comment. Tu as bien fait de sortir de là, Ravière, a-t-il dit, et ces mots m'ont retourné. Tu aurais dû partir plus tôt. Je ne trouvais rien à répondre. Je l'ai simplement regardé, le voyant piégé là où j'avais moi-même vécu. Quand tu seras prêt, je t'aiderai. Pas financièrement, parce que je ne peux pas, mais je serai là, ai-je dit. Il a acquiescé, et j'ai senti qu'à cet instant, on était plus que des frères, on était 2 survivants. Je suis sorti du café, le cerveau en ébullition. La vérité était là, brutale. Et même si elle expliquait tout, elle faisait mal. Mon père ne m'avait pas seulement viré, il avait tout prémédité pour faire de la place à une inconnue. Mais ce n'était plus mon problème. J'ai marché jusque chez moi, le poids de la révélation sur les épaules, mais aussi un sentiment d'étrange apaisement. J'avais rompu mes chaînes, et je pouvais enfin avancer sans regarder derrière moi. Les mois ont filé comme l'eau entre les doigts. Mon petit appart, qui n'était au début qu'une pièce vide, résonnant du moindre bruit, s'est rempli de vie. J'ai accroché quelques photos, j'ai acheté un canapé d'occasion qui grinçait, et même une plante à la fenêtre, que j'oubliais parfois d'arroser. Chaque jour, en rentrant de l'usine, j'ouvrais la porte et je sentais quelque chose de nouveau, la paix. Plus personne ne m'attendait pour me faire des reproches, plus personne ne me rappelait que j'occupais un espace qui ne m'appartenait pas. Pour la première fois, je vivais pour moi. Ma routine était simple mais satisfaisante. Je me préparais des tacos le soir, je regardais les matchs de foot avec le volume à fond, je dormais sans me demander si j'allais réveiller quelqu'un. Parfois, Carlos passait avec des bières, et on discutait jusqu'à pas d'heure, en riant de tout et de rien. C'était comme redécouvrir la sérénité après tant d'années de tension. Bien sûr, je pensais toujours au passé, mais moins souvent. Un matin, pourtant, alors que je buvais mon café, quelqu'un a frappé à la porte. J'ai ouvert, et je suis resté bouche bée. C'était don Raoul, un sourire forcé aux lèvres, tenant un sachet de pâtisserie comme si ça pouvait tout arranger. Mon cœur a fait un bond, pas de joie, plutôt de surprise. Je ne m'y attendais pas. Il m'a demandé s'il pouvait entrer, d'une voix douce, comme s'il se savait sur un terrain glissant. Je n'ai pas ouvert plus grand. Je suis sorti dans le couloir et j'ai croisé les bras. « Qu'est-ce que tu veux, papa ?» ai-je lâché sèchement. Il a commencé son discours, disant que je lui manquais, que la maison n'était plus la même sans moi, qu'on pouvait arranger les choses. Peut-être dîner ensemble un soir, comme avant. Je l'ai laissé parler sans l'interrompre, ni montrer d'émotion. Son ton était pressant, déguisé en affection, et je n'y croyais pas. Lorsqu'il a fini, je n'ai posé qu'une question. « Tu es venu t'excuser ?» Il a baissé les yeux, puis m'a regardé droit dans les yeux. Je ne pense pas avoir à le faire. Nous avons tous les deux fait des erreurs, non ? C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. J'ai secoué la tête, presque amusé par l'absurdité de la situation. « Je te souhaite le meilleur, papa », ai-je murmuré en faisant un pas en arrière. Mais ici, il n'y a plus rien à réparer. Et j'ai refermé la porte tout doucement, sans claquer, sans m'énerver. Je n'éprouvais même plus de colère, seulement une lucidité glaciale. J'avais passé des années à être le fils parfait, celui qui assumait tout. Mais ce temps était révolu. Refermer cette porte, c'était clore tout un chapitre de ma vie. Après ça, je me suis concentré sur mon présent, sur l'avenir. Je discutais parfois avec Thomas. Il était toujours chez mon père, mais s'organisait pour partir. Il voulait emménager avec un ami et finir ses études.
On s'est revus dans le même café, où il m'avait révélé la vérité sur notre père. Il avait l'air plus confiant. Cette étincelle qu'il avait perdue était de retour. « J'y suis presque, Ravière, m'a-t-il dit en souriant. Je vais enfin quitter la maison. Tu peux le faire, frérot, ai-je répondu en lui tapant l'épaule. Et quand tu te décideras, je serai là. Je savais qu'il y arriverait. Il était plus fort qu'il ne le pensait. La publication que j'avais écrite, je ne l'ai jamais supprimée. Je ne la gardais pas par rancune, mais parce que c'était ma vérité, et je refusais de la cacher. Parfois, des gens du village m'en parlaient, ou un cousin éloigné me disait qu'il comprenait enfin mon point de vue. Je ne cherchais plus à être approuvé, mais savoir que certains voyaient enfin la réalité m'apportait un certain soulagement. Mon père n'est jamais revenu me voir, et je ne suis jamais retourné le trouver. Je n'en avais plus besoin. À présent, alors que j'écris ces lignes, je suis dans mon petit appartement, avec une tasse de café tiède sur la table. Dehors, le village s'éveille, un coq chante, les bus passent, la vie continue, et moi aussi. Je ne ressens plus de culpabilité, plus de chaîne. Seulement un homme qui a enfin trouvé sa place. Ce n'est pas parfait, mais c'est la mienne, et cela me suffit.